Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule numéro 9 de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Alors aujourd'hui, nous avons choisi, non pas pour des bas motifs de vente ou quoi que ce soit, mais de vous présenter les ouvrages de Charles Gave, donc toujours, afin de revenir un petit peu justement sur les leçons économiques que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui, parce que les livres les reprennent aussi, c'est incroyable, de façon un peu plus approfondie et un peu plus économique. Donc on va essayer de les faire tout simplement dans l'ordre chronologique. Alors ce que nous avons fait donc c'est de faire une réédition des livres de Charles, car on a repris les droits et que pour la plupart ils n'étaient pas réédités. D'ailleurs c'est comme ça qu'on a pu reprendre les droits, parce que quand un livre n'est pas réédité au bout d'un certain temps, vous avez le droit de reprendre vos droits d'auteur. Charles avait donc publié cet ouvrage-là. Celui-là, c'était en 2003, 2002-2003. 2003, écrit pendant l'été. Écrit pendant l'été, j'étais enceinte de ma deuxième fille, alors que tu t'étais rendu compte que l'euro ne pouvait pas fonctionner. Alors encore une fois, tu as eu raison peut-être trop tôt, mais cela dit, comme les gens le disent souvent, tu as peut-être eu raison trop tôt, mais en attendant, ils ont changé les règles du jeu au fur et à mesure. Donc, est-ce avoir tort quand la donne de départ et les faits analysés ne sont pas les mêmes? Oui. Et alors, la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, c'est que j'étais en Gascogne. Bon. Alors, dans le Gers. Et dans le Gers, mettons que les distractions pendant l'été sont rares. Rares, et on a envie de rester à l'intérieur parce qu'il fait 45 degrés voilà, dehors. Et donc, je pestais contre l'euro. Et les femmes de ma famille m'ont dit écoute, pourquoi es-tu contre l'euro? Alors je me suis dit bon, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un chapitre par jour, enfin un papier par jour, en expliquant comment fonctionnait une économie et pourquoi l'euro ne pouvait pas fonctionner. Donc c'était, et je le faisais lire tous les soirs à toutes celles qui voulaient bien le lire. Et si elles n'avaient pas compris, je le réécrivais le lendemain. Et donc, il y a eu... Et ce livre, dans le fond, s'essaie à expliquer comment fonctionne une économie classique. C'est-à-dire, j'explique ce que c'est qu'une banque centrale, à quoi ça sert, les banques commerciales, à quoi ça sert, l'entrepreneur, le rentier, le rôle de l'État, etc. C'était... Et puis, ça m'a donné, je sais pas combien, une quinzaine de chapitres, je sais plus combien il y en a. Oui, il y en a 14. 14, donc j'étais pas loin. Plus et puis, en conclusion. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et je l'ai envoyé à Milton Friedman, avec lequel j'étais en correspondance, qui m'a dit c'est très bien, il faut le publier. Mais j'ai dit j'ai pas d'éditeur, j'y connais rien, j'ai jamais rien publié. Et il m'a donné un petit, ça appelle un 4e de couverture où on Oui, la préface. Pas une vraie préface qu'on met à la fin du bouquin sur la page arrière. Ah là, oui, une 4e, oui. 4e de couverture, ce qui était bien aimable de sa part. Et donc Lafon, à ma grande surprise, à qui j'avais envoyé ça, l'a pris du premier coup, l'a publié, et ça a fait un peu plus de 30 000 exemplaires, ce qui, paraît-il, était très très bien pour le premier livre d'un gars que personne ne connaissait. Et ce livre, finalement... 30 000, je crois que tu en avais vendu plus de celui-là. Ça s'est arrêté à 30 000, je sais que... après ça, j'ai pu regarder, parce que j'étais... J'avais laissé mes droits d'auteur à Lafon pour qu'ils fassent de la pub. Ils ont fait 1 ou 2 pubs, mais c'est pas... Et ce livre a eu un succès assez étonnant, en particulier dans les milieux d'enseignement universitaire pratique. Parce que je sais, par exemple, qu'il était recommandé à HEC Lausanne pour savoir comment marcher une économie, que c'était un... Donc apparemment, j'ai bien réussi à cerner la façon dont fonctionne une économie. Mais ce qui est, et c'est assez simple, et je l'ai illustré avec des graphiques en disant... Oui, alors le problème, c'est que c'est vrai, ça peut paraître, les graphiques étant pour certains en noir et blanc, parce que ça coûte très cher de faire des graphiques en couleur dans une... ceux qui n'ont pas l'habitude de lire des graphiques pourraient être un peu déroutés. Mais cela dit, comme chaque graphique est expliqué, on peut presque le comprendre dans sa tête sans le visualiser. Mais et le but, c'était de montrer que l'économie était une branche de la logique.
Vous savez, il y a la philosophie, puis il y a la logique, il y a la morale, puis il y avait la théologie qui était censée être au-dessus, mais enfin ça c'est autre chose. Et c'était une branche de la logique, c'est-à-dire qu'il y a des causes et des conséquences. Et donc je montrais par exemple, je dois montrer dans un de ces graphiques, que quand le taux de change d'une monnaie baisse, en général, à peu près 2 ans plus tard, ses comptes extérieurs s'améliorent. Parce que il devient plus compétitif, quoi. C'est des choses comme ça. C'est des choses que dans le fond, que tout le monde sait quasiment intuitivement. C'est que les prix ont de l'importance, mais il faut du temps, donc on essaye de mesurer le temps de réaction. Donc c'était un bon manuel d'économie pour quelqu'un qui a envie de comprendre comment ça se passe. Et puis il y a eu des gens qui ont une gentillesse de me dire qu'il était assez rigolo, parce que je faisais des blagues de balayeur avec ce livre dans lequel j'expliquais l'euro ne pouvait pas fonctionner, et surtout pourquoi il ne pouvait pas fonctionner, a beaucoup énervé la classe politique française, et en particulier... Donc on est en 2003 ? En 2003-2004, et devant le succès du livre, je crois que j'étais le 2e tirage de Lafon, derrière les histoires de collège magique, là, comment il s'appelle le gars avec la petite... baguette magique. Harry Potter ? Harry Potter, voilà. J'étais le 2e tirage de Lafon après Harry Potter, donc ils étaient très contents de moi. Et donc, voilà, donc je publie ce livre, et ils m'en demandent un 2e, j'y viendrai. Et ce 2e, je vais vous en parler tout à l'heure, c'était sur Jésus. Bon. Ce qui n'était pas un sujet particulièrement révolutionnaire, quoi. C'était pas... C'était eux qui t'avaient demandé d'écrire sur Jésus ? Non, ils m'ont dit, on voudrait un 2e livre. Ah oui. On voudrait un 2e livre. Mais j'imagine économique aussi. Économique, tout à fait. Un 2e livre économique, un 2e essai. J'ai dit, je veux bien, mais j'ai envie de faire un truc sur Jésus. Ils m'ont dit, bien sûr, allez-y, faites-le. Et ensuite, ils me l'ont refusé. Pourtant, il n'y avait rien de particulièrement blessant dans Jésus. Non, c'est un sujet millénaire. C'est un sujet, oui, bimillénaire même, n'ayant pas peur des mots. Et en principe, ça assure des tirages, parce qu'il y a toujours des gens, quand ils voient Jésus, ils achètent, quoi. Oui, aussi, oui. Il y a aussi ça, donc je me disais, bon, c'est sympathique. Et j'ai appris après, par quelqu'un de l'intérieur, que, grosso modo, le pouvoir public avait fait savoir à Lafon qu'il fallait plus qu'ils ne prennent plus jamais un livre de moi. Donc, ils m'ont refusé mon 2e livre. Donc, on y reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est que ce livre, apparaît-il, était envoyé une 15aine de fois au gouverneur de la Banque de France de l'époque, si vous voulez, M. Trichet, qui est le Trichetus ignoramus. Le Trichetus ignoramus, l'ignoramus économique, le gars qui comprend rien à l'économie. Et puisqu'il était un haut fonctionnaire. Et donc, c'est un livre très curieux parce que il est simple, il est compréhensible, il a été lu par beaucoup de gens. Et il a à l'évidence, agacé énormément la classe politique qui avait porté l'euro sur les fonds baptismaux. Donc, si vous voulez, et en 20 ans, oui, ça fait quasiment 20 ans, oui, un peu moins, un peu plus. Oui, parce que Paumann a 19 ans. Donc... Il n'a pas pris une ride, mais par contre, ce qui a changé, c'est l'économie en dessous. C'est-à-dire que l'économie capitaliste que je décrivais pour qu'elle fonctionne, à cause de l'euro, a complètement changé et on est maintenant devant une espèce de monstre complètement technocratique, où il n'y a plus de prix de marché, ni des taux d'intérêt, ni des taux de change. Et donc, moi je disais, ça va pas marcher, ça va sauter, et ils sont en train de faire sauter l'économie, le système bancaire et l'épargne à long terme, pour éviter que leur euro saute. Donc c'est vraiment un truc... C'est vrai que quand tu as écrit ça, la création monétaire était en grande partie faite par les banques commerciales, voilà. Et les banques centrales. C'est ce que j'explique. Aujourd'hui, plus du tout. Plus du tout. Aujourd'hui, comme on l'a vu, la création monétaire est faite par le haut. Est faite par le haut, par Bruxelles, qui donne à nos banques qui achètent les obligations des États. Qui achètent les obligations des États et qui leur disent, voilà, vous m'imprimez tant. Vous m'imprimez tant. Et grosso modo, on a fusionné la Banque centrale avec le ministère des Finances. C'est-à-dire que le rôle de la Banque centrale, c'est maintenant quasiment exclusivement de financer les déficits budgétaires. Ce qui était formellement interdit par les traités. Ce qui était formellement interdit par tous les traités et sans aucun contrôle de personne.
C'est-à-dire que la machine s'est emballée, mais quelque part, ils sont redevables de personne. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, on a donné à cette banque centrale, la BCE, l'indépendance qu'avait la Bundesbank, mais elle est complètement sortie du cadre dans lequel la Bundesbank travaillait. Elle s'est mise à faire des tas de choses qui étaient formellement interdites. Donc, ce livre a été un petit peu prémonitoire en disant ça peut pas marcher, et comme ça peut pas marcher, ils ont transformer l'économie pour permettre la survie de la bête. Et j'avais appelé ce livre, tiens, tu me le donnes, Des lions menés par des ânes. Je vous signale que âne, c'est l'anagramme de l'ENA, mais enfin ça c'est un détail. Et c'est sur le crash économique à venir, mais très évitable, de l'Euroland en général et de la France en particulier. Or, depuis 20 ans, la croissance a complètement disparu en Europe. Depuis l'euro, la production industrielle italienne, qui est un peu le cœur de la production, je crois qu'elle est en baisse de 20%, c'est-à-dire qu'on se retrouve au niveau de 1980. Nous, on se retrouve au niveau de 1990 sur la production industrielle. Donc ça a détruit complètement l'Europe du Sud. Ça a détruit complètement tout le tissu entrepreneurial en Europe du Sud. Et c'était une folie. Et bon, donc ceux qui veulent comprendre les raisons fondamentales pour lesquelles c'était une folie, peuvent le lire. Et puis voilà, c'est un livre dont les gens me parlent encore. Quand ils me rencontrent, ils disent ah oui, j'avais lu. Il avait une couverture rouge, donc ils s'en souviennent très bien. Il avait une couverture rouge et c'était écrit en jaune. Oui, en jaune, le lion mené par des ânes, jaune et gris. Et il y avait le mot de Milton Friedman à la fin, dans lequel Milton Friedman disait. Charles annonce très bien la lente glaciation qui va arriver dans l'économie européenne, c'est-à-dire la lente prise en masse où tout va s'arrêter lentement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui a changé aussi, c'est notre rapport à l'Asie, parce que là, dans certains chapitres, et dans un livre que nous n'avons pas, que nous n'avons plus, qui était c'est une révolte, non, c'est une révolution. Ouais. C'était très axé sur l'Asie et le fait que les pays asiatiques à cette époque-là gardaient leur monnaie très basse et lançaient leur industrie de cette façon. De cette façon-là, au détriment de la nôtre. Au détriment de la nôtre, parce que ici on a le harakiri japonais. Et on a certains chapitres aussi sur le suicide japonais et ainsi de suite. Qui était dans le fond le résultat d'une politique similaire à celle de l'euro qu'avait suivi le Japon à l'époque. Donc je disais ce que le Japon a fait, voilà les résultats que ça a amené sur l'économie japonaise. Et donc maintenant, comme ça, la même politique va être appliquée à l'Europe, on peut penser que toute une partie de l'Europe va s'enfoncer de façon irrémédiable. Et aujourd'hui, en plus, on a la montée des pays asiatiques. La montée des pays asiatiques. Qu'on n'avait pas quand tu as écrit ce livre. Si je devais pour ajouter l'insulte à l'injure, comme on dit en anglais, le Japon maintenant est en train de redevenir compétitif parce qu'il a terminé sa crise et les sociétés japonaises, la monnaie est très sous-évaluée, les sociétés japonaises gagnent beaucoup d'argent et donc non seulement l'appareil industriel asiatique est monté, mais on se retrouve face avec le Japon en pleine capacité de concurrence. Or, les Japonais, aussi curieux que ça paraisse, font exactement la même chose dans l'industrie que les Allemands. C'est-à-dire, ils font des voitures, ils font des machines-outils, ils font de la chimie, ils font tout ce que font les Allemands. Donc, une espèce d'Allemagne là-bas. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette immense... Et si vous faites simplement, j'ai souvent parlé de la parité des pouvoirs d'achat ici pour savoir si une monnaie était compétitive vis-à-vis d'une autre, c'est la... si vous faites la parité des pouvoirs d'achat Italie ou France contre Japon, vous vous rendez compte que ça ne doit pas être facile, si vous êtes une société française, de faire concurrence aux Japonais, sans parler des Coréens, sans parler des... c'est une histoire de fou, c'est-à-dire qu'ils ont foutu le taux de change en l'air. Et alors, comment ils ont fait les Japonais? Parce qu'ils avaient une dette quand même abyssale. Ils avaient une dette abyssale, mais qu'ils devaient à eux-mêmes. Oui, ça je sais. Et dans leur monnaie. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont racheté la dette. C'est un truc assez marrant qu'ont fait les Japonais. C'est que la dette était émise à 2%. Hein. La dette était émise, mettons, à 2%, puis au bout de 4-5 ans, elle valait 110 parce que les taux étaient à zéro. Puisqu'il n'y avait plus aucune croissance, les taux étaient à zéro. C'était pas des taux imposés à zéro, c'était des taux qui étaient à zéro simplement parce que, voilà, il n'y avait plus aucune croissance. Et ce qu'ont fait les Japonais, c'est qu'à ce moment-là, ils ont racheté la dette en émettant de l'argent à 110, c'est-à-dire au cours où était l'obligation, et ils l'ont remplacé par du cash. Donc, ce qu'ils ont fait, les Japonais, c'est qu'ils ont transformé la dette en cash
Et comme il n'y avait aucune croissance, il n'y avait aucune vélocité de la monnaie, on en a souvent parlé aussi, la vélocité de la monnaie baissait, et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc ils ont maintenant la moitié de la dette japonaise est détenue par la banque le gouvernement japonais. Et donc, s'ils continuent à acheter la dette japonaise comme ça, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de marché obligataire au Japon. Ça veut dire que quand on veut acheter ou vendre une obligation japonaise, il faut littéralement prendre rendez-vous, quoi. C'est avec le gouvernement en disant j'aimerais acheter ou vendre quelques obligations, parce que maintenant il n'y a plus de marché, donc il n'y a plus de taux long sur le Japon. Mais ça fait rien, les sociétés sont en cash flow positif, ça leur est égal. Elles n'ont pas besoin d'emprunter, quoi. Puis c'est un pays qui vieillit. Oui, il n'y a pas de gros besoin en capital pour investir. Donc voilà, ça c'était le premier livre, il a eu un bon succès. Le premier livre. Alors, sans transition, nous allons désormais passer à ton second livre, qui t'est arrivé dessus sans crier gare. Sans crier gare. Et qui s'appelle, attention, Un libéral nommé Jésus. Alors oui, car c'est un peu déroutant, car la plupart du temps, les gens voient un peu Jésus comme un personnage un peu Robin des Bois, un peu socialisant, qui serait là pour dire qu'il faudrait être absolument tout donné aux pauvres et n'avoir aucun bien, et serait donc justement profondément anticapitaliste. Oui. Donc ce faisant, c'est un peu un contre-pied de lire que Jésus aurait pu être libéral, et c'est à la fois un contre-pied et c'est rigolo. Sachant que ce livre a beaucoup plu, il a été traduit spontanément en espagnol, en italien. Oui. Peut-être en polonais, j'ai un vieux souvenir. Oui, il a peut-être été traduit en polonais, oui. Voilà, alors parle-nous un peu de ce livre-là, Un libéral nommé Jésus. Un libéral nommé Jésus, alors là ça vient de quelque chose, c'est que j'ai vu... donc mon premier livre, les gens m'en ont parlé, bien sûr. Il y a des tas de gens qui sont venus et qui m'ont dit « Il est très bien ton livre, mais il est profondément antagoniste avec les évangiles, avec la religion chrétienne. » Parce qu'ils pensaient ce que tu viens de dire, l'histoire de socialisme et tout. Renan avait écrit un livre à la fin du 19e dans lequel il présentait Jésus, dans le fond, comme une espèce de hippie socialiste avec des fleurs dans les cheveux qui courait dans la campagne en Galilée, enfin bref. Et je me suis dit, tiens, bon, je suis un ancien élève des Jésuites, j'ai été à la messe avec mes parents, surtout ma mère d'ailleurs, pendant toute mon enfance, et je continue à y aller, je connaissais les textes. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que c'est pas l'impression que j'avais. J'ai donc décidé de relire les évangiles. Et j'ai été stupéfait, parce que pour un économiste, les évangiles, c'est absolument extraordinaire. Jésus parle la moitié du temps au moins de l'économie, et plutôt à table d'ailleurs. C'est là où on parle le mieux. Hein. C'est plutôt à table, et plutôt en picolant aussi, c'est ce que je dis aussi, là, s'il y a quelque chose qui ressort, c'est que le Christ, il aimait bien t'attraper, il aimait bien le vin, c'était certain, ça, il n'y avait pas de doute. Et il en parle, et c'est un livre d'une dureté extraordinaire. La plupart des gens pensent que le Christ nous proposait quelque chose de, justement, de partager, d'être gentil, aimez-vous les uns les autres, etc. C'est un livre d'une dureté inouïe. Et pour le mettre en lumière, j'ai pris toutes les grandes paraboles, j'ai décidé de ne me servir que des paroles du Christ. Que des paroles du Christ. C'est-à-dire, je dis pas ce qu'en disent, je ne parle pas de ce qu'en disent les apôtres qui les ont reportés. Je ne dis pas ce qu'en ont dit les commentateurs après. Je prends simplement les paroles telles qu'elles ont été dites, c'est tout. Chaque fois que ça parle de propriété. Alors, bien entendu, j'ai rien à dire sur des choses comme les béatitudes, parce que ça, c'est un niveau qui n'a plus rien. Bon. Mais un truc comme les talents, la parabole des talents, ou la petite vieille qui donne un pit à l'église. Et donc, j'ai pris toutes ces paraboles et je les ai expliquées avec l'œil de l'économiste. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, alors que la Bible et le Coran d'ailleurs sont remplis d'imbécilité économique, mais remplis, comme l'interdiction des taux d'intérêt. Ça, c'était les conciles aussi qui ont remis ça derrière. Mais ça venait de Saint-Paul, ça venait des Juifs qui interdiraient les taux d'intérêt. Là, le Christ, dans les talents, il dit, il aurait mieux fait de mettre mon argent à la banque et que je touche l'intérêt. Donc, il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas une erreur économique. Quand le Christ parle du droit de propriété, il parle du contrat,
il parle de l'entrepreneur, il parle de la valeur marginale, il parle de toutes les notions qui ont été découvertes à partir du 18e ou du 19e par des économistes plus célèbres les uns que les autres, et il ne fait pas une erreur, il n'y a pas une imbécilité. Et pour moi, ce livre est absolument miraculeux, parce qu'avoir un religieux qui écrit sur l'économie sans dire une imbécilité, je pensais que c'était impossible, quoi. Et d'ailleurs, le pape actuel vient d'en dire une énorme, mais... Non, on les compte plus. On les compte plus. Parce qu'on se fait du mal. On se fait du mal, et puis il nous agace. Mais il vient simplement de dire que... c'est comme de lire quelque chose d'intelligent dans la croix, c'est pas la peine. C'est pas la peine, ils le feront pas. Autant lire Libération. Autant lire Libération, ça va aussi vite. Ou le monde diplomatique. Ce qu'a dit le pape, il a dit la pauvreté vient de l'absence de partage. Ça mérite des claques, quoi. C'est exactement, mais c'est complètement antinomique avec ce qu'a dit le Christ. C'est complètement antinomique. Alors, mais comme ils comprennent rien à l'économie, ils s'en rendent même pas compte. Mais en plus, alors... Parole d'Argentin, parlons d'abord de l'idée socialiste. Parce que j'y consacre un premier chapitre en expliquant pourquoi le socialisme c'est complètement l'inverse du christianisme, l'inverse intellectuel du christianisme. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après la mort du Christ, il y a eu un petit texte qu'on retrouve dans les évangiles qui s'appelle les Actes des Apôtres. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé après la mort du Christ. Et ce qui s'est passé après la mort du Christ, c'est qu'ils ont décidé de faire une société communiste, où tout le monde donnait tout son argent, et puis on se partageait. Une sorte de kibbutz. Ouais, comme une sorte de kibbutz, c'est ça, voilà. Tout à fait pareil. Et bon, ça a échoué lamentablement. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que... C'est ce qu'avaient fait les premiers pèlerins aussi aux États-Unis. Aux États-Unis. Avant Thanksgiving. Avant Thanksgiving, c'est ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés au 15e ou 16e siècle aux États-Unis, les premiers pèlerins d'Angleterre, là, ils avaient décidé de créer une société communiste. Et ils crevaient de faim au bout de 3 ans. Et donc le gouverneur anglais a dit, écoutez, ça va bien les gars. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est je vais donner à chaque famille un lopin de terre, en pleine propriété, puis des semences, et, si j'ose dire, des Merdensies. Et la récolte suivante a été extraordinairement abondante, et c'est pour ça que les Américains, depuis, fêtent Thanksgiving, qui est la grande fête américaine, où on remercie Dieu de sa bonté, etc. Donc il faut bien qu'on se rende compte que Thanksgiving, c'était la fête de la fin du communisme aux États-Unis et du socialisme. C'est à partir du moment... Donc, quand vous lisez les évangiles avec l'œil froid d'un économiste, vous vous rendez compte qu'il y a 2 messages extraordinaires qui sortent, mais alors, il faut être aveugle pour ne pas les voir. C'est absolument étonnant. Le premier, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. C'est la vieille blague. Mais c'est-à-dire que, à l'évidence, Dieu, c'est ce que j'ai souvent dit ici, en tout cas dans la religion catholique, a un projet pour chacun d'entre nous, et qu'il ne nous dévoile pas. Si on réalise ce projet, on contribue à l'avènement du royaume de Dieu au travers du temps. Et le but d'une vie, c'est de savoir quel est votre projet, et vous êtes heureux si vous le faites, si vous êtes dans le projet, et si vous ne le faites pas, vous êtes malheureux comme un caillou, vous pouvez avoir des dépressions. J'avais lu un bouquin d'un gars qui s'appelait Guiton, qui était un philosophe catholique, qui disait que les dépressions venaient du fait que beaucoup de gens à notre époque ne réussissaient plus à faire le projet que Dieu avait pour eux, pour des raisons X, Y ou Z, et que ça les rendait extrêmement malheureux. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant comme idée. Donc la première idée, c'est que Dieu ne sait compter jusqu'à 1, donc il ne veut pas avoir un rapport avec le syndicat, la nation, il veut avoir un rapport individuel avec chacun d'entre nous. Je fais encore une fois une blague de balayeur, c'est ma spécialité là-dedans. C'est pas parce qu'on réfléchit qu'on doit être sérieux tout le temps. Hein. Oui, on n'est pas obligé de faire chiant, comme disait le directeur du Monde à l'époque. Pour faire intelligent, parfois, on peut aussi être spirituel, léger. On peut alléger, dire une bêtise pour que le type se réveille d'un seul coup. Voilà. En disant qu'est-ce qu'il dit. On n'est pas obligé d'être un bonnet de nuit. On n'est pas obligé d'être un bonnet de nuit. Donc, ou un curé janséniste. Un curé janséniste. Et donc, ce qui apparaît quand vous regardez l'arrivée du Christ, c'est que vous dites, dans le fond, Dieu avait passé un contrat collectif avec le peuple juif. Les 10 commandements, Moïse, Abraham. Bon. Et puis, les Juifs n'arrêtent pas de gueuler.
en disant « Et je l'ai pas signé, qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette ?» Bref, non, je ne devrais pas la faire, celle-là. Elle n'est pas drôle, surtout dans ce cas-là. Enfin, c'est des proches. C'est des proches. Tout est pardonné avec des proches. Tout est pardonné avec des proches. Donc, les Juifs n'acceptaient, trop souvent, individuellement, n'acceptaient pas le contrat collectif qui avait été signé en leur nom. Bah, c'est difficile parfois d'accepter un contrat collectif parce que tu dis bah j'étais pas là ce jour-là. J'étais pas le jour-là, puis j'aurais jamais signé ça. J'aurais jamais signé ça. Pourquoi 10 voilà, moi j'en aurais accepté 8. Oui, exactement. L'histoire de la femme du voisin, je suis pas vraiment pour. Moi, je veux la convoiter. Enfin bon, voilà. Non, c'est vrai, il y a des clauses qui sont insurmontables. Hein, il y a des clauses qui rendent la vie un peu difficile. Bon, tu respecteras ton père et ta mère, tu veux bien, mais pas respecter la femme du voisin, ça peut être difficile. Ça peut être difficile, oui. Voilà. Donc, c'est tout à fait vrai, tout ça. Donc, le Seigneur a dû se dire, bon, cette histoire du contrat collectif, ça marche moyen quand même. Hein. Donc, je vais envoyer mon fils pour signer des contrats individuels. Donc, il faut bien se rendre compte que la religion catholique, c'est pas du tout une religion du livre. C'est pas un livre, les évangiles. Quand vous le regardez, vous le lisez, vous vous dites, c'est une rencontre avec une personne qui vous dit, viens et suis-moi. Et c'est tout ce qu'il vous dit. Et c'est le merdier parce que vous savez pas ce que ça veut dire, suis-moi. Vous savez pas ce qu'il veut de vous. C'est donc... C'était souvent, d'ailleurs, la difficulté pour comprendre la parabole du jeune homme riche. Oui. Quand il lui dit... que dois-je faire, Seigneur, pour lui dire... il lui dit, fais les 10 commandements. Oui, mais ça je le fais, alors fais ci, oui, mais ça je le fais. Il dit, alors laisse tout et suis-moi. Oui, vends tout et suis-moi. Vends tout et suis-moi. Et alors de là, plein de gens l'ont adapté de façon différente. Certains disent, oui, ça veut dire que Jésus leur dit que les richesses matérielles s'opposent à toute... En tout cas, c'est certainement pas une aide au salut, parce que le riche a plus de tentations que le pauvre. Oui. Tu as dû voir ce prêtre le prêtre d'Afrique, ou je sais pas, qui dit ce n'est pas que tu es vertueux, c'est parce que tu es moche. Tu es moche et tu es pauvre, c'est pour ça que tu n'as pas de tentation. Exactement. Mais pour celui qui est beau et qui est riche, c'est très difficile. C'est très difficile, c'est exactement. C'était l'explication qu'il donnait qui n'était pas fausse, que j'aimais bien d'ailleurs. Ouais. Il était génial. Il était très bon, très bon ce prêtre. Tu es laid. Tu es laid. Voilà. Bah, c'est sûr, si tu es laid, ça aide pas. C'est plus facile d'être vertueux. Et ça, c'était c'est ce qu'on appelle la première explication. C'est plus difficile d'être vertueux si on est riche. J'ai vu des tas d'hommes âgés épouser des très jeunes femmes, et en général, ils n'étaient pas pauvres. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Donc mais tu peux, souvent tu te dis, mais peut-être que le jeune homme riche, de son côté, il avait des responsabilités. Et que donc, tout à fait, ça c'est la deuxième. Laisse tout, ça veut dire s'il avait des parents, s'il avait des employés, tout ça, une entreprise, des choses à faire tourner, lui il se dit, bah oui, mais enfin si je lâche tout, prenons mon frère, qui a sauvé le BO. Ouais. Si demain il laisse tout et il suit Jésus, bah qu'est-ce qu'ils font tous ces gens qui comptent sur lui pour faire... Et ses 4 enfants. Et ses 4 enfants, et sa femme, ses employés, ils font quoi tous ces gens? Ils se retrouvent au chômage? Donc c'est pas, ils se retrouvent dans la misère. Quand tu as charge d'âme, entre guillemets, c'est peut-être plus difficile de laisser tout et suis-moi. Voilà. Et il y a une troisième possibilité. Donc, la première possibilité, c'est celle qui est évidente. C'est la première qu'on a donnée. La deuxième, c'est celle qu'on réfléchit un peu. Et la troisième, il y a toujours 3 explications possibles à des textes. Et la troisième, un peu ésotérique, c'est de dire le Christ faisait sans doute allusion aux Juifs. C'est-à-dire, il était le Messie. Et le Christ vient et dit « Viens et suis-moi ». Or, pour un juif pratiquant, suivre un homme, c'est un blasphème. Tu ne peux pas suivre un homme. Donc, pour le jeune homme riche, accepter de suivre le Christ, c'était le reconnaître comme Dieu. Ce qui était un autre blasphème, puisqu'un homme ne peut pas être un Dieu. Et puis c'était peut-être aussi cesser le questionnement, parce que c'est un peu la foi du charbonnier. C'est la foi du charbonnier, c'est Pierre. Ne me demande pas pourquoi, juste fais-le. Ah, pourquoi? Parce que... Parce que je suis moi. Je suis. Sans chercher à réinterpréter des écritures, à se demander s'il y avait des qualifications différentes. Ni aller demander l'avis au rabbin, non. Voilà. Tu me suis. Voilà. Donc, il est possible que le Christ ait perçu que les Juifs n'allaient pas le suivre. Ben, pas tous, non. Pas tous.
Oui, parce qu'il faut le dire au départ, ici, il y a quand même, le Christ était juif. Hein. Oui. Faut quand même préciser, sa mère aussi, bien que d'une excellente famille, mais enfin, c'était comme l'avait dit un évêque en France, ce qui était assez marrant. Mais, donc, grosso modo, on voit très bien, là, le côté... Tu viens, en quelque sorte, les gens qui ont suivi le Christ, ça a été comme, je l'ai expliqué dans ce bouquin, ça a été comme le coup de foudre. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils ont vu et ils ont été vus. Et ils sont comme explosés, quoi, par ce regard. Bon, c'est ce qu'on appelle la vocation. Bon, et ça rend toute la civilisation chrétienne complètement schizophrène, si j'ose dire, parce que on ne peut pas être un bon chrétien, puisqu'on ne vous dit pas ce que c'est que d'être un bon chrétien. On peut pas. On se défonce. Donc, où on devient saint, où on devient fou, mais où on peut devenir les deux à la fois aussi. Il y en a eu un paquet dans Donc, c'est pas du tout... c'est pas une orthopraxie, quoi. Voilà, être un bon juif, tu te dis, bon, si tu donnes 10% de tes revenus, si tu fais Shabbat, si tu respectes tous les commandements, tu es, entre guillemets, censé être un bon juif. Oui, bah, c'était déjà mon jeune homme riche. Oui, mais nous, être un bon chrétien... tu peux aller à la messe tous les dimanches, tu peux essayer de vivre... Tu n'as jamais l'assurance que le royaume des cieux te sera ouvert. Oui, et que tu fais ce qu'on t'a demandé, et que tu suis le chemin qui était pour toi. Et que ça suffira. Ça va, donc ça, c'était la première idée, c'est que la primauté de l'individu, ce qui n'amène pas à l'individualisme, puisque l'individu, il y a un projet qui a été fait pour lui, par Dieu, pour le bien de l'humanité. Donc, être individualiste, ça n'est pas être égoïste. Il y a une différence extraordinaire. Mais ça, c'était la première fois dans l'histoire qu'on mettait au sommet de la pyramide l'individu, ce qui veut dire que des choses comme l'esclavage et tout deviennent complètement interdites. C'est bon. L'interdiction de l'esclavage vient directement du christianisme, d'une part ailleurs, puisque toutes les autres civilisations l'ont pratiqué avec beaucoup d'enthousiasme. Musulmans en tête. Musulmans en tête. Musulmans en tête. Car on ne parle jamais, encore une fois, ou très rarement, de l'esclavagisme, de la traite négrière des pays musulmans. Oui, alors la deuxième chose qui apparaît là-dedans, c'est que dans cette optique de vous devez chercher pour savoir quelle est la route que vous devez suivre, qui n'appartient qu'à vous, qui a été faite que pour vous, il faut prendre des risques. Parce que c'est pas évident. Et donc, tous les gens qui ont pris des risques et qui se sont cassés la gueule dans les évangiles sont toujours pardonnés. La femme adultère, lui, il prend pas beaucoup de risques, là, mais par contre, il ronfle. Qui atteint de narcolepsie, le DAF. Donc, la femme adultère, le fils prodigue, dans la parabole des talents, les deux serviteurs qui se défoncent et qui rendent 2 fois les talents, etc. Donc tous les gens qui prennent des risques sont toujours commencés. Ceux qui prennent pas de risques, le rentier qui se fait bâtir des gros greniers parce qu'il a fait une très bonne récolte, comme ça il peut être tranquille jusqu'à la fin de ses jours, celui-là il meurt dans la nuit, ils sont toujours punis. Donc on se rend compte que la combinaison individualisme et nécessaire prise de risque, c'est la base même de notre civilisation. C'est en ça que notre civilisation est complètement différente des autres, où c'est toujours la tribu qui l'emporte sur l'individu. Et surtout, il ne faut pas remuer les choses pour créer des situations révolutionnaires. C'est-à-dire que le capitalisme, avec l'inventeur et l'entrepreneur, vient directement de cette recherche de la prise de risque tout le temps. C'est-à-dire qu'un homme d'affaires qui essaye de transformer son profit qui est légitime en rente, qui devient illégitime, par exemple en passant des accords avec l'État pour qu'il y ait des barrières douanières qui le protègent, à ce moment-là, il va en enfer. Donc, c'est très curieux, mais ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que ces deux caractéristiques, celles que Huntington, dans la guerre des civilisations, je ne sais plus comment elle s'appelait, le choc des civilisations, disait c'était les deux caractéristiques essentielles de notre civilisation par rapport à toutes les autres, les 8 ou 9 qui existent encore, c'était la prise de risque, l'individu et la prise de risque. Et on voit que c'est bien directement de ces 30 paraboles, quoi. C'est absolument extraordinaire. Alors, dans les critiques que j'ai pu entendre sur ce livre au fil du temps, et surtout venant du corps religieux, j'ai entendu certaines personnes te dire qu'en vérité, tu serais protestant, quelque part dans ton approche des évangiles, et le fait que tu remettes en cause une doxa catholique d'interprétation des textes. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
Tu l'as entendu, on te l'a dit, ça. On me l'a dit 25 fois. Il faut savoir que jusqu'à l'invention de l'imprimerie, Gutenberg, les fidèles n'avaient pas le droit de lire. Déjà, peu savaient lire, et c'était très cher. C'était très cher à lire, mais même ils n'avaient pas le droit. Il n'y avait que les clercs qui avaient le droit de lire et d'interpréter la parole. Donc, ce qui était une idée qui était complètement en opposition avec la liberté individuelle telle que je viens de la définir. Donc, l'Église avait créé une espèce de technocratie où il y avait les théocraties, où il y avait les prêtres qui avaient le droit, et puis les autres, on leur disait quel était ce que voulait dire le Christ. Mais ils n'avaient plus accès directement à la parole du Christ. Alors, si c'est être protestant que de dire j'ai droit d'avoir accès directement à la parole du Christ sans passer par l'intermédiaire d'un prêtre. C'est ce que disent aussi les protestants, oui. C'est ce que dit. Je suis protestant, il n'y a pas le moindre doute. Mais depuis bientôt 200 ans, il y a quand même toute une série de catholiques qui ont réclamé le droit de lire, d'interpréter. D'ailleurs, souvent de travers, mais ça, c'est leur droit le plus strict. Oui. Puisqu'on est libre individuellement. Et donc, par contre, ce que j'ai toujours respecté énormément dans l'Église, c'était Bernanos, qui disait que l'Église était un vaisseau dont le gréement était dans les étoiles et la coque dans la merde. Et je crois que c'est ça l'Église, c'est-à-dire que si on la regarde avec un œil humain, on se dit vraiment la coque elle est pleine de merde, il n'y a pas de doute, ça pue quoi. Mais si vous voyez qu'elle a réussi à transporter le message pendant 20 siècles, mais qu'elle est toujours là, pas en très bon état, mais elle est toujours là, eh ben, elle n'a pas fait du si mauvais boulot. Et dans l'Église, il y a quelque chose qui me paraît très très important, c'est qu'il y a un homme qui est le pape, qui a le monopole, en quelque sorte, pourtant j'aime pas le monopole, de ce qui est la religion, tout ce qui touche à la religion. Donc, je me dis, bon, les voies de Dieu sont impénétrables, il y en a quelques-uns qui sont un peu fourvoyés ici ou là, mais dans le fond, si on compare l'architecture socialiste des années 30 ou 40 avec la Sainte-Chapelle, on se dit, il y en a un qui fait du beau et l'autre qui n'a pas vraiment réussi, quoi. Moi, je crois que, quand je parle, les œuvres de l'Église ont été très belles. Et je voudrais rajouter un mot, c'est que si vous regardez encore une fois sur notre civilisation, si vous regardez qui a créé les hôpitaux, l'Église, qui a créé les écoles, pour en prendre et lire, l'Église, qui a créé les universités, l'Église, qui a créé le droit international, l'Église, qui a créé le droit des gens, dont on fait beaucoup avec la controverse de Valladolid pour savoir si les Indiens étaient humains ou n'importe quoi, l'Église. Donc on regarde et on se dit, l'Église a créé la civilisation moderne. L'Église. Et elle a fait tout le monde me parle des crimes qu'a commis l'Église ici ou là, mais par rapport aux crimes du XXe siècle, c'était... et par exemple, quelque chose comme l'Inquisition, peu de gens savent que c'est les tribunaux de l'Inquisition, pas de l'Inquisition espagnole, qui a été un truc qui n'était pas d'Église, mais qui était d'Espagne, mais l'Inquisition au moment des Cathares, c'est elle qui a institué la nécessité d'un avocat quand il y avait un procès, et l'interdiction de témoignages anonymes. Et Jean Sévilla disait que la très sainte Inquisition, tout pays confondu, a fait moins de morts que la première année de la Révolution française. Voilà, c'est ça, où on a coupé des têtes. Donc, certes, c'est... Mais sachant que en 12 siècles, hein. Oui, sachant que l'Inquisition espagnole, en plus, était une sorte de spin-off d'Inquisition. Personne ne leur avait rien demandé, c'est juste des mecs qui ont fait de la diligence. Ils se sont auto-saisis et ils ont fait leur propre truc. Ils répondaient au roi et non pas au pape. Et non pas au pape. C'était un truc... Non, c'était un service politique. Voilà, donc, grosso modo, l'Église, on peut en dire tout le mal qu'on veut,
Mais je recommande à ceux qui s'intéressent de lire un livre en anglais qui s'appelle How the Christian Church Has Created the Modern World, qui est un très bon livre. Donc ça c'était. Et je vais vous dire, je vais finir sur ce livre parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Quand je l'ai écrit, littéralement, je savais pas où tu allais. Où j'allais et pourquoi j'écrivais ce que j'étais en train d'écrire. C'est-à-dire, je dis pas que je l'ai écrit en transe, mais je veux dire, c'est un livre dont je ne savais pas que je l'avais en moi. C'est très curieux. Il est sorti, je sais pas d'où celui-là. C'est ce que tu avais dit à Laurent Oberton dans un interview. Oui. Ce livre, c'est pas vous qui l'avez écrit. C'est pas vous, il vous a été dicté. Il vous a été dicté. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui se passe parfois quand on écrit. Il y a une espèce de sortie de trucs. On a l'impression que d'un seul coup, on est branché sur une intelligence collective ou j'en sais rien, mais c'est vraiment très curieux. Oui, il y a une sorte d'imminence. Alors, ce qui nous amène à complètement autre chose, Libéral mais non coupable, un titre que, voilà. Alors, je me souviens très bien de celui-là, on était chez François Bourrin à l'époque, et tu en avais marre que on n'arrête pas de dire du mal du libéralisme, qu'on explique déjà ce pelé, ce tondu. Est-ce qu'on était avant ou après la crise de 2008 Ça a été écrit, parce que tout le monde me disait que la crise de 2008-2009... Ah oui, ça a été encore une crise du libéralisme. C'était une crise du libéralisme, etc. Et là-dedans, j'explique les tenants et les aboutissants de cette crise. Et quelque part, il peut être lu après le premier parce que je reprends les concepts qui étaient là-dedans. Et je montre que c'était des imbécilités étatiques qui avaient amené à la crise de 2008-2009, comme par exemple les taux d'intérêt bas, etc. Et donc je dis, cette crise n'a rien à voir avec le libéralisme et tout à voir avec l'interventionnisme étatique. Bien sûr. Et par exemple, il y a un truc qui est complètement inouï, c'est que il y a des agences de notation, vous savez, qui donnent des AAA, des B, et les agences de notation qui sont du secteur privé bénéficiaient d'une espèce de monopole pour que les obligations soient achetées par les fonds de pension. Donc on donnait à une série de sociétés du secteur privé un monopole qui permettait à ceux qui émettaient ces obligations avec les bons ratings d'être achetés par les... Mais vous vous rendez bien compte que si vous avez 3 sociétés du secteur privé qui ont ce monopole, elles vont se mettre d'accord pour créer des tas d'obligations que les autres pourront acheter après, et donc qui ne correspondront plus aux anciens critères de AAA. Donc c'est une réglementation qui a favorisé un monopole qui a été à l'origine, une des origines de la crise. C'est ce que j'explique là. Donc c'est ce que tu appelles l'OPA de Wall Street sur Washington. Et qui continue alors en ce moment. On est en plein délire là. Donc le chapitre l'Europe comme une tortue sur le dos. Ben voilà, d'ailleurs elle y est restée, elle continue à agiter ses petites papates. Et quand les baleines remontent à la surface. Donc oui, c'est une vieille image que j'utilise souvent, ça. C'est quand vous avez une crise financière, vous savez, un truc qui pète un peu. Au début, vous voyez quelques merlans monter à la surface. C'est comme s'il y avait eu une explosion d'une grenade pêchée à la grenade ou à la dynamite dans l'eau. Vous savez, vous voyez le merlan qui remonte, puis vous voyez après le thon. Et vous savez qu'on est à peu près au moment où il va falloir intervenir dans les marchés financiers, quand c'est les baleines qui commencent à remonter à la surface. Ça prend quelques jours ou quelques semaines. Et donc, quand vous commencez à voir apparaître Lehman Brothers, l'Italie... Enfin, Lehman Brothers, personne ne pouvait imaginer... Je pense qu'aujourd'hui, les marchés seraient intervenus. On ne laisserait pas refaire ça parce que ça a eu tellement de conséquences. Il faut dire que le ministre des Finances américain de l'époque qui a permis à Lehman Brothers de sauter était l'ancien président de Goldman Sachs, qui était le principal concurrent de Lehman Brothers et qui était enchanté de le voir disparaître. Donc c'est peut-être une autre imbécilité. Ça, parce qu'on dit toujours too big to fail, too big to fail. Et effectivement, qui aurait pu imaginer dans la série Too Big to Fail qu'on laisse tomber Lehman Brothers? C'était tellement... ça a été d'une violence pour... avec les faillites en chaîne, on a tous ces visions des Américains se retrouvant sur le trottoir avec leurs petits cartons et leurs papiers, là. Oui. C'est rose ou bleu, je me souviens plus. Oui, c'est ça, ils sortaient de chez Lehman Brothers avec leurs cartons. Leurs cartons, et tu te dis... Non, ça a été une série d'erreurs en amont et une série d'erreurs en aval pour traiter la crise, quoi. Ça a été mais inouï. Un truc, mais... Une incompétence en chaîne. Une incompétence en chaîne.
qui a eu des retombées partout, parce que, alors en fait, c'est assez intéressant, c'est ce que tu disais à cette époque, comme il y a eu un problème de liquidité sur les marchés parce que les Américains gardaient leur dollar, du coup l'Asie s'est retrouvée malgré elle en crise monétaire, puisqu'il y avait plus de dollars et que les effets de commerce devaient être normalement escomptés en dollars, et du coup de ce moment-là, c'est le moment-là où la Chine s'est dit, dis donc les gars, là sur toute la route de la soie, il faut que je crée une monnaie parce que je veux pas être dépendant à nouveau d'une crise financière avec laquelle j'ai rien à voir, de crétins à des milliers de kilomètres d'ici. Donc il s'agirait peut-être, avec la Thaïlande, la Corée, ainsi de suite, d'escompter dans une monnaie autre ou de passer par un autre... Exactement. Donc tout ce que j'ai dit ici, qui vient justement de l'émergence d'une nouvelle monnaie ou d'un nouveau soleil en Asie, le yuan, ça vient de la crise de 2008-2009. Voilà, c'est de là où ils se sont dit on ne veut plus être tributaire, de ces effets de commerce, du dollar. Et de là, donc... Encore une fois, un mouvement d'aile de papillon à des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres, c'est-à-dire mais des années après, c'est là on est quand même 20 ans, 30 ans après 2008, on est à 15 ans après la crise. Et ben ça continue, cette crise continue à avoir des effets. Donc c'est quelque chose aussi que je voudrais dire aux gens quand ils regardent l'économie et les marchés financiers, c'est que tout le monde s'intéresse à ce qui va se passer l'année prochaine. Personne ne s'intéresse à ce qui va se passer sur le long terme. Et on voit, c'était... Alors, or, c'est très intéressant de s'imaginer un peu ça, enfin de regarder l'économie comme une sorte de tectonique des plaques, et de se dire, voilà, vers où ça va. Vers où ça va, Alors, il y a des allers-retours, on l'a vu dans les alliances Russie-Chine, on en parlait avec Xavier Moreau, c'est-à-dire que suivant un président américain, on va se dire, voilà, ça va être plus comme ci, comme ça. Il y a des alliances qui peuvent se faire, mais il y a quand même les mouvements de fond. Les mouvements de fond de fond de la Chine en Afrique, des mouvements de fond de la monnaie. De la monnaie, tout ça, et ça prend un temps fou. Il y avait Goethe, je crois, qui disait, si mes souvenirs sont exacts, que les grands événements historiques ont leur ombre qui se projette en avant. C'est-à-dire que vous avez des grands moments historiques, dans le fond, ils font de l'ombre en avançant. Mais j'ai toujours trouvé cette idée très profonde, parce que c'est vrai. C'est vrai, on le voit très bien, il y a des choses comme ça qui sont... Donc ça, c'était une explication de la crise de 2008-2009. Et nous arrivons sur un de mes préférés, avec le premier. L'État est mort, vive l'État. Donc l'État avec un grand E, vive l'État petit e. Pourquoi la faillite étatique qui s'annonce est une bonne nouvelle? Alors, évidemment, dans la logique commune, on a tendance à se dire, mais non, mais un État ne peut pas faire faillite. C'est vrai. Or does it? Il y a un moment où, en tout cas, il doit réduire la voilure, etc. Et alors là, c'est un livre qui est très intéressant, enfin, si je peux dire, parce que j'ai dû l'écrire dans les années 2014-2015, et j'ai fait des comptes extraordinairement savants sur le budget français et le déficit budgétaire français. Et j'arrivais à la conclusion imparable qu'en 2015-2016, par là, 2012, 2013, 2014, 2015, je ne sais plus très bien, dans ces eaux-là, vers le milieu des années 2010, le déficit budgétaire français à refinancer sur le marché serait tellement grand que ça passerait plus. Et j'ai donc dit, entre 2012 et 2016, l'euro saute. Bon, c'était la conclusion de ce bouquin, mais je m'étais arraché pour faire les calculs. Je ne sais pas si les gens vont vouloir les suivre, mais ils sont pas tellement compliqués, mais je veux dire, faire des calculs d'intérêt composé, ajouter la dette qui va être remboursée, enfin bref. Là, j'avais vraiment bossé sur ce livre. Et ça se passe exactement comme prévu. En 2012, l'Italie et la Grèce sont à la veille de sauter, etc. C'était l'époque de Tsipras. C'était l'époque de... Et qu'est-ce qui se passe? Ils changent complètement toutes les règles. Tout ce qui était totalement interdit, le financement du déficit par la Banque centrale, et maintenant cet été, on vient de faire la mutuelle. C'était l'époque où, au RN, on disait oui, la règle des 3%, la règle des 3%, mais elle a explosé depuis longtemps. La règle des 3%, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle, la règle des 3%. Pas, et maintenant, cet été, la Banque centrale a acheté des obligations d'État. Pendant l'été 2016, elle a acheté des obligations du secteur privé pour forcer les taux à la baisse. Donc, elle a créé de l'argent, donc, ex nihilo, ce qui était formellement interdit par les traités. Par tous les traités. Par tous les traités. C'était même interdit par la Constitution allemande. Mais ça n'empêche que... À l'origine, oui. À l'origine, mais ça y est toujours. Donc, un de ces quatre, il va y avoir un problème avec la Cour constitutionnelle allemande. Et du coup, j'ai eu l'air d'un couillon. Ben oui, parce que j'ai dit ça va sauter, et puis ça va sauter.
Bah oui, mais s'ils changent les règles du jeu... Ben voilà, on joue au rugby, puis d'un seul coup, on se met à jouer, je sais pas quoi, au football américain, ben c'est plus on pareil. dit pas de passe en avant, les mecs disent si, en fait, les passes en avant, c'est possible. C'est exactement ce qui s'est passé. Si, vous pouvez, bien sûr. Vous pouvez, c'est permis. Et donc, je me suis retrouvé en me disant, ben... Alors, à ce moment-là, si vous êtes un bon économiste, vous faites un pas en arrière, vous dites, bon, ils ont empêché le truc de sauter. Donc, ils empêchent le vrai marché de revenir. Donc, ils continuent à supprimer des prix de marché. Qui va sauter à cause de cette politique? Parce qu'il y a quelqu'un dans le système qui va payer cette erreur. Je me suis dit, c'est les banques. Bon, pour une raison que je vais expliquer à l'époque. Donc, les banques se sont écroulées. Et maintenant, je suis en train de faire le même travail. Je me dis, bon, les banques ont sauté, puisque c'est devenu, c'est plus devenu des trucs de marché. Qui va sauter? Ben, c'est les fonds de pension. Parce que les fonds de pension, si ils avaient du 5% pour payer les retraites et que maintenant ils ont moins 1, au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'argent à distribuer, quoi. Donc, l'euro qui a détruit les économies du Sud d'abord, ensuite les banques, est maintenant en train de détruire toute l'épargne longue européenne, qui était la grande spécificité de l'Europe depuis le XIIe siècle, où on avait inventé l'épargne longue, qui permettait de faire des canaux, des moulins à vent, des trucs d'investir dans le long terme, des bateaux, des ports. Donc, ils sont en train de détruire le stock de capital que nos ancêtres ont mis 1000 ans à construire, et ils vont le détruire en 10 ans. C'est extravagant. Mais bon, bah ça, si les gens s'attendent à toucher leur retraite, il faut bien qu'ils se rendent compte qu'ils vont pas la toucher, quoi. On va parler à nouveau très bientôt de la réforme des retraites. Mais la réforme des retraites ne serait pas nécessaire si les taux d'intérêt étaient à un prix de marché. Sachant qu'on est quand même sur une pyramide de Ponzi quand même Absolument, dans les retraites. Mais de plus en plus, à la mesure où plus personne met de l'argent dedans. Plus personne met de l'argent dedans. C'est une pyramide inversée. On a de moins en moins de personnes qui cotisent et de plus en plus de personnes qui cotisent, qui sont en bas, là, ils se disent, tiens, si j'allais bosser à Londres ou si j'allais bosser à Hong Kong, parce que là, je toucherais 3 fois plus, quoi. Donc, quand je vais à Hong Kong, je me le dis souvent, quand j'étais à Hong Kong en 2000, il y avait 5000 Français, maintenant il y en a 25 000. Il y a plus de Français que d'Anglais, enfin de Britanniques. Donc c'est incroyable. Donc ça, c'est une très bonne illustration d'un gars qui fait un boulot sérieux et qui a l'air d'un imbécile. Tu as plus l'air d'un imbécile, tu as eu raison. Ils ont changé les règles, c'est tout. Tu es fâché parce que tu avais fait des très bons calculs de dette actualisés. Je m'étais donné du mal. Voilà. Et entre-temps, le prof n'a pas ramassé les copies. Donc effectivement, c'est très très frustrant. Mais c'est très frustrant. Le travail reste intact. Alors celui-là, on l'a pas réimprimé parce qu'on n'a pas les droits, mais néanmoins, c'est un ouvrage, c'est un recueil. C'est un recueil. Mais c'est un recueil des articles qui paraissent tous les lundis dans l'Institut des Libertés, sur notre site, mais il faudra peut-être qu'on en fasse un autre d'ailleurs, parce que maintenant il a bientôt 3-4 ans. Et dans lequel on l'a divisé en 3 parties, si mes souvenirs sont exacts. La première partie, c'était les conditions pour qu'une société libre existe. Voilà. Les conditions pour une société de liberté. Tu avais repris les concepts de Karl Popper. Donc, la première partie, c'était les concepts qui sous-tendent une société ouverte, donc référence à Karl Popper. En deuxième partie, les ennemis de la société ouverte. Parce qu'il y en a, hein. Oui, il y en a, je les appelais les hommes de Davos. Enfin, c'est donc les hommes de Davos, la prédominance du crétin, oui. Piketty qu'on retrouve, et ce que tu appelais les oins du Seigneur, en référence à Thomas Sowell, The Anointed. Les oins du Seigneur en France, c'est Attali, Voilà. Tous ceux qui se trompent depuis 30 ans avec énormément de constance et qui néanmoins sont réinvités en tant qu'experts économiques, alors que ça fait 30 ans qu'ils servent des calembredaines et personne ne semble d'y prêter attention. Mais par contre, tu vas sur leur site et tu te rends compte qu'il y a 1000 personnes qui vont sur le site. Oui. Tandis qui sont inscrits, alors que nous, on est à plus de 100 000. Oui. Donc, les télévisions publiques continuent à les faire venir, mais le public, quand il les voit, il éteint la télévision, ou il éteint le truc. Il dit, bon, changeons de chaîne, les gars, on va pas regarder cet animal. Ce nouveau Duhamel. Et la troisième partie, c'est s'intituler « La réflexion face à la réalité ». C'est-à-dire que c'était des articles que j'avais publiés sur le Proche-Orient, sur la fin de la Pax Americana. Sur la Pax Americana, en pleine, pour dire voilà ce qu'il faut. Pourquoi la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne et oui, elle l'a fait, parce que rappelons quand même de façon très intéressante que tous nos organismes de pooling qui faisaient nous avaient tous quand même expliqué que jamais, au grand jamais,
Trump ne serait élu. Et jamais, jamais, alors là, au grand jamais, le Brexit n'aurait lieu. Donc moi, ça me fait toujours rire quand je vois des sondages désormais qui nous expliquent qu'un tel ferait 5%, qu'un tel ferait 15%, ou que Xavier Bertrand sauverait la droite. Quelle droite? C'est de me dire, mais enfin les gars, si j'étais vous, j'irais me cacher derrière mon petit doigt, parce que si vous aviez eu raison, ça se saurait. Oui, et vous savez qui est quand même le patron de l'IFOP, je crois? C'est possible? Non, le patron de l'IFOP, c'est le fils de Brigitte. De Brigitte. De Brigitte. Donc, si vous voulez, c'est quand même... Donc là, c'était... Alors, il faudra peut-être en faire un autre, parce que depuis... On a annoncé, par exemple, la dérive des continents dont on parlait tout à l'heure. Il y a plusieurs articles sur cette dérive des continents. Donc, quand vous êtes dans le monde de l'investissement, il est beaucoup plus facile d'investir dans quelque chose dont vous connaissez la direction générale. C'est-à-dire, j'en sais rien, mais... Allez, il me semble que pour les années qui viennent, les monnaies asiatiques vont monter par rapport aux monnaies européennes. Donc, il y a des moments où ça va baisser pendant quelques jours, etc. Mais la structure est à la hausse, pour des raisons évidentes. Il y a des gens qui demandent sur le site souvent ce que tu penses de la Corée et de la Thaïlande. Bon, c'est très bien, ça fait partie des 4 monnaies que je mets dans mon indice des monnaies asiatiques. Des monnaies asiatiques, je rajoute le dollar de Singapour et le dollar de Taïwan. Et tu touches pas au yen? Bah, le yen, c'est le Japon, ils sont toujours dans un monde à part. Oui, le Japon, ils sont descendus de Mars il y a 5000 ans, mais ils sont pas comme tout le monde. Non, c'est pas, on peut pas, enfin, on les met pas dans les asiatiques. C'est le Japon. Ils sont suffisamment tapés sur la tête avec la Chine pour qu'ils soient dans 2 paniers de crabes séparés. Le Japon, c'est pas pareil. Ils sont pas. Enfin, moi, j'ai un de mes neveux, imaginez-vous, qui est japonais, qui a épousé une des filles de ma sœur, et qui est un homme d'affaires assez puissant au Japon, et il se donnait un mal de chien pour savoir comment laisser le plus à sa mort à l'État japonais. N'importe quel Français essaierait de laisser le moins possible à l'État français. Le Japonais, il essaye de laisser le plus possible pour contribuer. Dans les bons organismes pour que son argent travaille bien. Mais surtout que ça aille à l'État japonais, à la communauté japonaise. C'est-à-dire qu'il veut bien laisser à sa femme et à son fils, mais c'est quand même bien qu'il en laisse une grosse partie de ce qu'il a gagné. Et je trouve ça admirable, mais c'est pas... Oui, c'est pas noté pareil. Les Japonais sont pas notés pareil. Vous savez jamais pourquoi ils vont prendre une décision. Moi, j'ai travaillé avec des Japonais. C'est tout à fait stupéfiant. Ils sont là, vous leur expliquez tout, ils sont très polis, vous disent merci beaucoup, et vous savez jamais si... Ça va être oui ou non à la fin de la réunion. Ça va être oui ou non, mais d'ailleurs, vous le saurez pas, mais ça sera... C'est bizarre. Moi, j'ai jamais compris comment les Japonais arrivaient à une décision. Aux États-Unis, le type dit c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui prends la décision. Bon, ça c'est facile. En Angleterre, il vous dit que c'est pas lui, mais c'est probablement lui. Donc, en France, on sait qu'il y a des structures de pouvoir qui sont un peu opaques. Donc, mais on sait quelle structure. Globalement, est capable de prendre une décision. Enfin, en Italie, ils disent toujours oui, mais ils vous payent jamais. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est comme les Hollandais. En Suède, ils vous disent rien, ils vous payent. Donc ça c'est encore mieux. Mais je veux dire, on n'imagine pas à quel point les stéréotypes fonctionnent. C'est absolument extraordinaire. C'est une de mes découvertes en vieillissant, c'est que, dans le fond, les gens agissent comme ce à quoi s'y attend, quoi. Et donc, il y avait une étude comme ça qui montrait que les Japonais avaient beaucoup de difficultés c'est les Japonais ou les Chinois à travailler en équipe et n'arrivaient à se référer qu'à Ça, c'était les Chinois. C'était les Chinois, à un N1. Oui, c'est d'ailleurs ce qui se passe en Chine, c'est que il n'y a qu'un enfant par famille, donc il n'a pas l'habitude d'avoir d'autres enfants autour de lui. Donc dans les écoles, c'est un monde de compétition absolument extraordinaire pour être celui qui ira vers la meilleure école, etc. Bon. Et du coup, quand ils se retrouvent entre Chinois, ils ont un mal de chien à obéir à un autre Chinois parce qu'ils n'ont jamais... Donc on voit qu'il y a toute une série de sociétés au Japon, dont on a des gens à Pékin, donc on sait un peu de quoi on parle, c'est que... En Chine, à Pékin, oui. On embauche un Européen ou un Américain qui connaît très bien la Chine, et à ce moment-là, ils n'ont aucun problème, les deux Chinois, à obéir au même Européen. Mais ils auraient du mal à obéir à un Chinois, quoi. Bon, ça, c'est le fruit, à mon avis, de l'enfant unique. L'enfant unique, il est gâté, il veut...
Donc, grosso modo, alors il manque un livre ici, celui que j'avais écrit, qui s'appelait C'est une révolte, non, Sire, c'est une révolution. Qui était en troisième. Qui était en troisième. Et là, c'était pour expliquer aux gens qu'on était en train de... C'est quelque chose qu'ils ont entendu, qu'on était en train de passer à la troisième grande révolution industrielle. La première, c'était l'agriculture. On est passé de nomade à agricole. Bon, la deuxième, c'était la révolution industrielle anglaise. Et maintenant, on est en train de passer à une révolution de la connaissance. Bon, maintenant, c'est devenu une tarte à la crème, mais ça a été écrit il y a une quinzaine d'années. Et j'ai expliqué que la France avait des atouts absolument inouïs pour bénéficier de ça, sauf que tous les secteurs où la révolution intellectuelle devait se passer étaient sous le contrôle de l'État en France. Donc, par définition, ça n'allait pas avoir lieu. Donc, la France présente ce paradoxe extraordinaire d'être le pays qui serait le mieux armé pour chevaucher cette révolution, mais c'est complètement stérile par le fait que tous ces secteurs, l'enseignement, etc., sont sous le contrôle de l'État. Donc, je disais, c'est quand même rigolo. Enfin, rigolo, c'est un peu tragique, mais voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est des thèmes que vous retrouverez souvent dans nos discussions. Et puis, alors comment les gens font pour les avoir? Alors, pour les avoir, il y a un lien sur notre site, donc institutdeslibertés.org, et vous avez la possibilité de les commander directement sur Amazon. C'est Amazon qui gère la publication des livres, l'envoi, et voilà, qui s'occupe de tout. C'est assez bien fait normalement. Alors certains livres, je le sais, parce qu'on les a fait, on a fait scanner les livres d'origine, on les a pas fait retaper. Donc certains ont des coquilles. On a essayé d'en corriger le plus possible, mais parce que ça a été scanné en Roumanie, remis dans des voilà. Donc on les vend à prix. Avec voilà, et ça tout est géré par Amazon parce que c'est, il faut le dire, redoutablement bien fait et que aucune autre plateforme ne nous permet ça. Voilà. Écoutez, j'espère que tout cela vous aura intéressé. On a fait donc une petite rubrique économique qui revenait sur les livres avec une parenthèse un peu théologique à notre niveau sur un libéral nommé Jésus. N'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez des questions sur les livres, ensuite, vous pourrez nous les poser soit sur notre site, soit en dessous de cette vidéo. Nous y répondrons évidemment avec plaisir. Et voilà, et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une capsule numéro 10, dont on n'a pas encore choisi le sujet. Je crois qu'on va laisser ça au DAF, qui à ce stade est probablement décédé. Décédé, que je vois sous la table. Mais ensuite, il risque d'avoir une petite interruption pendant l'été. Oui, pendant l'été, nous allons faire une petite interruption parce que nous allons prendre des vacances et que... il faut laisser de temps aux gens pour lire les livres. Pour lire les livres, pour poser des questions intéressantes. Et on se retrouvera effectivement à la rentrée. Peut-être que je crois, donc la semaine prochaine sera peut-être la dernière. La dernière semaine de... Voilà, avant la rupture des grandes vacances, comme les enfants, pour se retrouver frais et dispo, de bonne heure, de bonne humeur à la rentrée. Voilà. Merci de nous avoir suivis pour cette capsule numéro 10 et j'espère à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.